Je l'aime bien cette Solange. Elle est pour le sujet qu'il a me travailler, elle était nécessaire. Enfin, j'avais pas le choix en fait. C'est-à-dire que j'avais besoin de quelqu'un qui en fait me ressemble. Hein. C'est pas, c'est une sorte d'alter ego évidemment. J'avais besoin de quelqu'un qui soit né dans un petit village, qui n'ait pas été soumise, j'ai envie de dire, à une éducation trop élaborée. Enfin, c'est Solange de Clèves, elle a quoi? Elle a son bac grosso modo et elle est née dans un petit village tout blanc, tout catholique et elle va... ça continue à être des romans initiatiques, quoi, ce que j'écris. C'est quand même toujours un personnage qui découvre quelque chose, qui apprend quelque chose et qui se débrouille avec. Et puis c'est un personnage, je crois que j'écris toujours là-dessus, qui se débrouille avec les stéréotypes, avec les clichés, avec la pensée prémâchée, quoi, et qui essaye de penser par soi-même. Bon, donc c'est Solange. Il y a un fond de candeur qui est pas du tout comme d'altruisme, hein, il y a 17 ans maintenant, mais qui est très très riche romanesquement pour moi. Au moment de l'écriture de Clèves, bon, c'est tellement proche de ma propre enfance, de mon propre village, de mes propres origines, et c'est tellement riche du coup que je savais, oui, qu'il y aurait d'autres épisodes, disons, en particulier autour d'un personnage que j'ai pas encore développé, qui est la femme aux bottes rouges, bon, et mon idée de départ, c'était quand même de situer cette histoire d'amour entre un homme noir et une femme blanche au village, carrément au village. Où il y a déjà d'ailleurs un personnage qui n'est pas exactement noir, qui est pakistanais, mais justement tout le village le perçoit quand même comme noir, parce que c'est le seul, quoi. C'est bien que ce petit village de Clèves, mi-fictif, mi-réel, que j'y retournerai d'une certaine façon. Et effectivement, dans ce roman-là, il faut beaucoup aimer les hommes. C'était absolument nécessaire pour le roman qu'elle y retourne, brièvement, mais qu'elle y retourne. Tout ça, j'y pensais pas au début comme une... il y aura sans doute un troisième épisode d'ailleurs comme une trilogie, mais enfin je sentais bien que c'était potentiellement présent. Enfin voilà, tout ça, ça se fait assez inconsciemment aussi. Hein. J'ai été assez frappée récemment par... je lisais des lettres de Coltès, entre autres parce qu'il y a tout l'épisode nigérian de Coltès qui m'intéresse énormément, et qui va développer lui au théâtre dans le combat de nègres et de chiens. Et il dit donc Coltès... c'est une phrase toute bête mais qui m'a frappée comme certaines phrases au bon moment. Il dit en fait on ne change jamais, c'est un cliché de penser que les gens changent et donc les personnages non plus ne changent pas et ces personnages sont en effet remarquablement statiques d'un point de vue psychologique, ils tiennent un rôle. Et je pense que ma Solange, elle change pas non plus, c'est-à-dire elle vient avec certaines données de l'existence, en particulier elle découvre qu'elle est blanche, mais elle l'a toujours été. Mais de même que d'une certaine façon, elle découvre qu'elle est un peu naïve, quoi. Mais elle l'a toujours été et au fond elle le restera. On ne change pas, on s'adapte au monde comme on peut, quoi. Et c'est vrai que je suis très sensible à cette idée. Et Dieu sait que je suis proche de la psychanalyse, mais que justement la psychanalyse ne vous transforme pas, elle vous aide à mieux vivre avec ce que vous êtes, pour dire les choses simplement. Et dans mes romans, je crois que c'est un peu ça. L'Afrique, c'est un mythe pour tout le monde, pour les Africains aussi. Je pense à... je crois que c'est Chinua Achebe qui a dit, ou Soyinka, je ne sais plus lequel des deux, qui a dit maintenant il faut que les Africains racontent leurs propres histoires, tell their own stories, enfin, et cessent de se plaindre aussi qu'on raconte des histoires à leur place. Là, il est temps. Et d'ailleurs, bon, il y a une floraison extraordinaire, en particulier au Nigeria, d'écrivains remarquables, Ben Okri par exemple, mais d'autres. Donc moi, je me passe aussi dans cette situation impossible. Voilà, moi, en tant qu'écrivaine blanche, française, basque, d'essayer de raconter une histoire sur l'Afrique. Donc effectivement, je me coltine avec tous les clichés et j'essaie de voir ce qu'ils ont dans le ventre. Et c'est une Afrique qu'on ne connaît pas du tout, qu'on n'imagine même pas. Donc mon roman, il évolue aussi dans cette Afrique-là, qui fait du cinéma, l'Afrique de Nollywood, à Lagos, l'Afrique
et de l'Angola tel que c'est aujourd'hui. Enfin, c'est quand même des noms Angola, Mozambique, c'est des noms qui pour nous, moi j'ai été ado dans les années 80, sont restés poinçonnés par l'image de la guerre, quoi, des enfants soldats, etc. Or c'est plus ça, c'est ailleurs, voilà. Je n'écrivais pas un livre sur les rapports de la France et de l'Afrique, voire sur la France-Afrique. Par contre, effectivement, c'est là. Je ne peux pas faire comme si c'était pas là. Mais c'est toujours le point de vue de Solange qui, franchement, Solange, de ce petit village de Clèves, qui fait sa carrière de comédienne quand même bien narcissique aussi, le post-colonialisme, elle en a rien à faire. Elle connaît même pas l'expression. Donc le roman, c'est pas là-dessus. En même temps, c'est aussi là. Elle hérite de ce monde-là. Et elle n'est pas totalement idiote, c'est-à-dire qu'elle essaye de discuter avec lui sur un plan politique. Il lui apprend des tas de trucs sans le vouloir d'ailleurs, mais il est tellement plus informé qu'elle, ne serait-ce que parce qu'il est né là-bas, donc au Cameroun anglophone. J'ai pas voulu raconter l'histoire de la France et du Cameroun, par exemple. Mais quand un homme né au Cameroun et une femme née en France se rencontrent, bah, cette histoire, elle est là. Donc le roman n'est pas du tout là-dessus, mais ils héritent de l'univers, enfin ils héritent du monde tel qu'il est, tel qu'il a été découpé. J'avais tout le temps ce petit globe sous les yeux, et où l'Afrique est, voilà, est toute petite comme ça, et c'est complètement fascinant. C'est-à-dire que l'Afrique, la forme des frontières, elle est quasiment aussi géométrique que les États-Unis, quoi. Ça forme des carrés comme ça qui ont été tracés à la hache par la hache des colons. Donc, moi, je suis un écrivain géographique beaucoup plus qu'un écrivain de l'histoire, quoi. Et la forme des pays dit, enfin, on lit leur histoire depuis la fin enfin, depuis les indépendances, quoi. C'est complètement fascinant, pays par pays. Comme dit Jean Rollin, avec qui je parlais de ce projet en Afrique, il y a les voyages où on cherche les emmerdements et les voyages où on les évite. Je cherche plutôt à les éviter, moi. Mais bon, je voulais quand même aller voir sur place aussi. Enfin, je suis allée assez régulièrement finalement en Afrique, dans plusieurs Afriques très différentes, que ce soit l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud. Là, je voulais aller dans l'Afrique de cette forêt-là, de la forêt du Congo, qui est gigantesque évidemment. Le Congo, même pour les Congolais, c'est un pays qui n'existe pas. Voilà, dans les faits. Le Congo, aujourd'hui, d'abord, il y en a deux, Brazzaville, Kinshasa. C'est des pays, enfin, le Congo-Kinshasa, c'est un pays qui n'existe pas dans les faits. Enfin, c'est un pays qui est fait de plusieurs pays et qui est essentiellement vu par moi. Et là, vu que personne ne sait ce que c'est le Congo, j'affirme que pour moi, le Congo, c'est la forêt. Bon, la forêt et le fleuve, évidemment. À partir de là, je pouvais m'enfoncer dans ce roman, enfin, comme dans une forêt, vraiment. Et ce Congo-là, on ne l'atteint pas, y compris pour les autres Africains. La vision qu'a un Nigérian, par exemple, ou je sais pas, un Ghanéen ou un Mozambicain du Congo, c'est aussi un mythe. C'est quasiment autant un mythe que pour nous Français, ou Blancs, ou je sais pas comment nous appeler. Mais le Congo, c'est le truc qu'on n'atteint pas, effectivement. Parce que c'est aussi une Afrique rêvée. Enfin, Césaire a écrit de très bonnes pages là-dessus. Pour Césaire aussi, le Congo, c'était finalement synonyme d'Afrique, quasiment. De cette Afrique qui n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Mais s'il y en avait une, ça serait le Congo, évidemment. Le mot même est absolument magnifique. Le choix de ce nom a été très important, de même que le choix du nom Solange. Enfin, pour moi, les prénoms de mes personnages, quand j'en choisis, parce que dans Truisme par exemple, il n'y a pas de prénom, mais quand je choisis des prénoms, ce sont vraiment des jambes sur lesquelles avancer dans le livre. Enfin, c'est extrêmement important, c'est des portes d'entrée. Et Kouesso, j'avais besoin d'un prénom d'Abikou. Alors, je vais expliquer ce que c'est que les Abikou. Donc les Abikou, c'est un mythe Yoruba qui m'est très cher. Donc les Yorubas sont des gens qui habitent, disons, en gros au Bénin, au Nigeria, c'est surtout là qu'ils sont. C'est un grand peuple d'Afrique en termes d'art et de mythologie. Et ils ont ce mythe, donc, alors ils ont une mythologie très très riche, qui au bout du compte a donné ce qu'on appelle le vaudou, disons, à Cuba, etc. Les Abikus, ce sont des enfants démons, qui
entrent dans le ventre des femmes et font croire à une grossesse et ne naissent que pour mourir. Donc ce sont des enfants qui vivent quelques jours ou au maximum 7 ans. Une fois qu'un enfant a passé le cap des 7 ans, on sait que ce n'est pas un abikou et donc qu'il va vivre. Et donc c'est un mythe qui sert, comme tous les mythes, hein, à quelque chose, et il sert à donner un sens à ce qui n'a pas de sens, c'est-à-dire la mort des enfants en bas âge, qui est évidemment fréquente malheureusement en Afrique, avec les taux de mortalité infantile qu'on connaît. Donc moi quand j'ai commencé à entendre parler de ce mythe et puis à en parler avec les gens là-bas, ça m'a évoqué, bon, moi ce qui a coupé ma famille en deux, c'est-à-dire la mort du fils de mes parents à l'âge de 3 jours, avant ma naissance. Un jour je raconterai tout ça dans un roman. Mais je me suis tout de suite dit que si ma famille avait eu un mythe dans les années 60 en France pour arriver à prendre en charge collectivement la mort de cet enfant et d'autres enfants dans la famille d'ailleurs, on serait moins cinglé. Peut-être que j'écrirais pas de roman d'ailleurs. Et là-bas, alors il y a d'autres mythes en Inde par exemple, que je me suis beaucoup intéressée aussi, mais dans ces pays où la médecine est très peu présente, la médecine moderne, voilà, ils savent à leur façon prendre en charge ce qui n'a pas de sens, ce qui n'a pas de mots ici, les abikou. Voilà. Alors Kueso, excusez-moi ma réponse est longue, mais c'est pour moi vraiment un des cœurs du livre, Kueso c'est un nom d'abikou, il y a toute une série de noms qu'on peut donner aux enfants pour exorciser le démon en eux. Et ce sont toujours des noms qui commencent par Ku, pour diverses raisons. Enfin, si, pour une raison très simple, c'est qu'en Yoruba, Ku, ça veut dire la mort. Alors on essaye de tenir la mort à distance, voilà. Donc j'avais plusieurs possibilités pour ce prénom, et celui-là, c'était le plus beau pour moi, Kueso, voilà. Dans le français en commun, comme bagage commun. Même si au début il s'obstine à parler anglais pour des raisons psychologiques et puis aussi historiques. Il ne veut pas entrer dans son jeu de française, il ne veut pas se retrouver colonisé en quelque sorte. En même temps, l'anglais est aussi une langue de colon, mais elle est devenue beaucoup plus internationale. Donc bon, c'est un roman politique aussi hein, pour ça. Et puis finalement, quand il va accepter de parler français avec elle, ce qu'elle voit comme une espèce de signe d'amour, à tort ou à raison, elle découvre aussi un français qui pour elle a quelque chose d'anachronique, voire de désuet. Et donc lui, ça, il bataille aussi avec ça, quoi. J'ai l'impression que j'ai toujours travaillé avec ça. Enfin, je me rappelle dans Bref séjour chez les vivants, le livre est traversé par l'anglais, l'espagnol, parfois le basque. J'ai toujours travaillé avec ça parce que ça ne laisse de m'intriguer que plusieurs langues puissent décrire le monde. Entre toutes ces langues là qui innervent la planète, y a des trous quoi. Et telle langue, l'anglais, c'est bien connu, va dire mieux par exemple les verbes de mouvement que le français. Bon, et sans doute le yoruba que je ne parle pas va dire mieux certaines autres choses. Et évidemment que le baka ou le bageli, qui sont des langues pygmées du Cameroun, disent mieux les arbres que nous. En tout cas, leur donne d'autres noms. Parce que les disent mieux, j'en sais rien, je peux pas juger. Mais voilà, leur donne des noms que moi j'ai notés comme ça dans un petit carnet et qui sont des noms forcément que je trouve beaux. Voilà. C'est un livre sur les arbres aussi. Alors j'attaque pas directement la question du racisme. Hein. Ça reste un roman, même si effectivement c'est un livre là-dessus, bien sûr. Enfin quand même, fondamentalement c'est un livre qui est... c'est un homme et une femme, Shabadabada. Et c'est un noir et une blanche. Et ils oscillent entre les deux écueils, en quelque sorte. Entre l'écueil de l'hétérosexualité et l'écueil du racisme. C'est pas pareil, mais enfin, il y a de ça. Donc ils cherchent un chemin au milieu à être juste Solange et Kueso. Mais déjà, leur seul prénom dit qu'il y a de l'écueil, quoi. Dit qu'il y a quelque chose qu'il faut se parler, voilà, il faut se parler. Et... pour revenir à ce que vous disiez aussi, elle tombe amoureuse d'un homme dont elle n'arrive pas à prononcer le prénom au début. Et j'avais en arrière-fond évidemment la chanson de Léo Ferré qui reprend le texte de Manoukian. Vous savez, leurs noms à prononcer sont difficiles. Voilà, tout notre rapport français à l'immigration. Il se trouve que je ne suis pas immigrée, je suis basque, c'est un peu particulier, d'ailleurs il se fiche d'elle avec les basques, mais bon, il se trouve que j'ai quand même un nom très compliqué, donc je suis très sensible aux noms compliqués partout sur la planète, et je fais toujours l'effort d'essayer de les mémoriser. C'est une forme de politesse, quoi. Et voilà, elle tombe sur cet homme qui
À Hollywood, personne ne sait prononcer son nom. Et il tient à son nom. Il fait carrière avec son nom. Voilà. Le roman est rétrospectif, c'est après La Passion. Donc ça se situe, je l'ai situé volontairement en 2007, donc à l'époque où il y avait Sarkozy, et il se trouve que donc je me suis dit, bah tiens, discours de Dakar. J'ai un tout petit peu bricolé la chronologie parce que je situe le discours de Dakar à Noël, alors qu'en fait c'était pendant l'été, mais en gros c'est là. Et parce que je voulais aussi faire un Noël familial. Bah, le discours de Dakar, c'est juste un extraordinaire condensé des clichés sur l'Afrique. C'est incroyable d'avoir pu écrire ça en 2007. Et donc l'homme africain, enfin, penché sur sa houe, qui ne pense pas à lever le regard pour aller regarder vers l'avenir. Enfin, mais c'est encore pire que ça. Enfin, il faut se référer au texte, il est sur Internet. Affirmer en 2007, aller se déplacer à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, quand on est le président de la République, pour aller expliquer à un panel d'intellectuels africains que l'Afrique n'a pas d'histoire, quoi, que l'homme africain n'est jamais entré dans l'histoire. C'est juste fabuleux, quoi. Enfin, ça me laisse... Quand on pense qu'à Ifé au Nigeria, enfin, on a trouvé des sculptures enfin, qui sont aussi connues pour nous que la Vénus de Milo, quoi, mais qui sont d'un raffinement, et c'est des sculptures qui datent de 1100, je crois. Bon, dire que l'Afrique n'a pas d'histoire, bon... Les femmes sont éduquées à attendre, hein. On se dépatouille avec ça depuis des siècles, mais c'est encore très présent. On attend, nous, les femmes, que le prince charmant daigne enfin débarquer et nous réveille, et nous éveille à nous-mêmes, nous révèle à nous-mêmes, etc. Toujours ce poncif aussi du devenir, enfin il faudrait devenir soi-même, bon, par le biais d'un homme. Alors Solange, elle est cœur de cible pour ça, quoi. Elle se débat non seulement avec les stéréotypes racistes, mais aussi les stéréotypes sexistes. Mais elle les porte en elle-même aussi, hein. Donc elle attend cet homme qui lui, Kueso, alors je me mets toujours à finir par penser à mes personnages comme s'ils existaient vraiment, mais est-ce qu'il l'aime? C'est une question que je me pose, moi. Est-ce qu'il l'aime? Je sais pas s'il l'aime. Il l'aime bien. C'est une relation agréable, mais il a vraiment tellement d'autres chats à fouetter, il est tellement obsédé par sa propre grande idée, quoi. Et pour elle, cet homme-là, Kueso, devient sa grande idée à elle. Enfin, elle ne pense plus que par lui. Enfin, c'est très classique, c'est la passion, c'est l'idée fixe, elle l'attend, et lui, quand il réapparaît, il est dans son temps à lui. Il y a d'ailleurs des scènes, enfin que... C'est assez difficile de raconter l'attente, hein. Il y a un côté Madame Bovary, hein. Il faut pas, moi j'ai pas du tout envie non plus d'ennuyer le lecteur ou la lectrice, donc il y a une espèce... L'attente réussie dans un roman, c'est celle qui se transforme en suspense, quoi. C'est celle où il y a une vraie tension, une intensité. Donc effectivement, elle l'attend, et lui, quand il réapparaît, il est... Enfin, c'est vraiment... Comme disait une amie à moi, le malentendu est le lien le plus fort. Mais c'est effectivement deux temps qui se percutent, qui se croisent de temps en temps, mais c'est pas du tout le même temps, quoi. Alors le cinéma, c'est ça aussi, quoi. C'est arriver à faire une sorte de condensé de temps en 1h30 ou 2 heures sur un espèce de grand bazar, un tournage qui a duré des mois, et puis au départ aussi sur un grand bazar qui est ce roman de Conrad, qui est incroyablement foisonnant et perturbant aussi. Bon. Bref, donc comment faire du temps avec de l'impossible, avec du malentendu, comment faire une histoire, c'est-à-dire un bout de temps qui quand même se raconte de façon un peu logique, de la chronologie, quoi, dans le bazar. Dans Clèves, je suis allée, je crois, aussi loin que j'ai pu, dans quelque chose qui est une espèce de corps brut pour moi, hein, qui n'est ni érotique, ni pornographique, ni sensuel, qui est autre chose, qui est du corps, quoi, qui est vraiment l'expérience, à mon avis, mais bon, effectivement, ça a parlé à pas mal de lecteurs ou de lectrices, qui est l'expérience des premières fois, quoi, de ce que c'est qu'être touché ou touché les premières fois. C'est à la fois un truc universel et d'une extraordinaire intensité.
Donc comment mettre des mots là-dessus? Bon, d'une certaine façon, pour moi, ça s'était fait. Voilà, je ne vais pas répéter. Voilà, mes romans sont tous très différents. Je répète jamais les mêmes. Pour moi, je règle certains problèmes les uns après les autres, en quelque sorte. Là, j'étais complètement dans autre chose, qui est beaucoup plus sensuelle, qui est beaucoup plus érotique, à mon avis, mais qui est quasiment de l'ordre de l'ellipse hitchcockienne, quoi. Hein. Quand les deux personnages s'approchent, on passe à autre chose. En même temps, c'est quand même... Je crois qu'il y a beaucoup de sensualité suggérée, mais en gros, la nuit tombe et le jour se lève, quoi. Enfin, je ne décris quasiment pas ce qui se passe entre eux, sauf les traces que ça peut laisser sur la peau. C'est vraiment un roman de la peau. Ça, j'en ai été de plus en plus consciente à mesure que je l'écrivais. C'est un roman qui n'est pas très sexuel, enfin qui n'est même pas du tout sexuel, mais qui se passe au niveau de la peau, et évidemment de la couleur de la peau, mais aussi de ce qui laisse des marques dans la peau. Et c'est très présent, ça, je crois, dans le texte. Pour moi, tout le livre arrive comme les bras d'un fleuve vers la forêt, quoi. Je tisse des tas de fils qui vont presque se résoudre là-bas. Et en même temps, la forêt, elle dit à un moment, Solange, enfin je lui fais dire que tous ces arbres ne sont qu'un empêchement supplémentaire entre elle et Kuweso. Il y a toujours quelque chose qui lui barre la vue, quoi. Que ce soit les stéréotypes, les phrases que d'autres disent, ou le mystère en soi de cet homme qui, comme n'importe quel homme ou femme, a quelque chose d'opaque, voilà, qu'il soit noir ou blanc. Et il est très opaque à Solange parce qu'elle est prise dans cette folie de la passion, quoi, parce qu'elle projette sur lui peut-être tout ce qu'il n'est pas, justement. Et elle est aveuglée, enfin, c'est le cliché sur la passion, quoi. Je relisais en l'écrivant aussi les lettres de la Portugaise, ce texte donc du XVIIe, si je ne me trompe pas, où cette femme, donc, qui est censée être une religieuse portugaise, lance des appels, des clameurs, des cris, comme ça, il y a une espèce de... vers un homme qui n'est plus là. Bon, Ovide déjà avait fait ça, hein, ça s'appelle les héroïdes. Bon. Les femmes attendent les hommes et essaient de leur parler malgré tout. Dans Goethe aussi, excusez-moi, mais j'ai des tas de références qui m'arrivent, mais dans les affinités lectives, il y a cette phrase très belle où il dit que la noblesse des femmes, c'est de pouvoir continuer à s'adresser à un homme, qu'il soit là ou pas, finalement. Bon. Et c'est aussi ça qu'elle fait, Solange, et y compris aujourd'hui par les textos. Elle connaît l'humiliation des textos sans réponse, quoi. On a tous connu ça, homme ou femme, mais bon, ces appels qui n'aboutissent pas, voilà, ces adresses au vide. C'est beaucoup plus intéressant pour un écrivain de suggérer un personnage en creux que de s'évertuer à le décrire. Enfin, disons que moi, ça m'intéresse davantage. Et elle est tellement... On est toujours dans son point de vue à elle est tellement tendue vers cet homme qu'effectivement, on ne sait plus du tout qui est cet homme. Enfin, ça dessine un centre en creux, quoi. Ça dessine une absence, vraiment. Et effectivement, à force d'être tendue vers lui, elle va finir par s'absenter elle-même. Enfin bon, ça c'est la fin du livre, mais voilà. Donc, le titre initial, mon titre de travail en quelque sorte que j'ai depuis maintenant pas mal de temps, c'est l'intensité. Je ne savais pas si c'était un bon ou un mauvais titre, c'était ce titre-là que j'avais. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement le mot intensité revenait sans cesse dans le texte que j'étais voilà, en train de créer, et intense, intensité, et puis parce que la passion, c'est ce moment invivable où quand même la vie devient extraordinairement intense, quoi. Le reste du temps c'est vivable mais on s'ennuie un petit peu. Et la passion, ce degré d'attente de quelqu'un, la projection qu'on fait comme ça sur quelqu'un qui en général n'en peut mais, enfin bon, ça rend tout extraordinairement intense et peut-être un peu faux, mais en tout cas intense. Donc ça s'appelait l'intensité. Et une de mes têtes de chapitre, c'était donc cette phrase de Duras, « Il faut beaucoup aimer les hommes », qui est extraite parce qu'il faut dire entièrement ce qu'elle dit, Duras, que j'ai d'ailleurs mis en exergue. Elle dit quasiment l'inverse, c'est-à-dire il faut beaucoup aimer les hommes, beaucoup les aimer pour les aimer, sinon ce n'est pas possible, on ne peut pas les supporter. Ce qui est assez drôle, et
Et quand j'ai remis le manuscrit à mon éditeur, Paul Tchaikovsky-Laurence, il m'a dit l'intensité justement c'est pas assez, ça claque pas assez, votre titre vous l'avez déjà, c'est ça, c'est il faut beaucoup aimer les hommes. Je me suis dit il a raison, c'est vraiment ça. C'est un très beau titre effectivement, mais c'est une trouvaille à la fois de Duras et de mon éditeur, et de Solange puisqu'elle l'envoie en texto à l'homme qu'elle aime, mais bon. Dès le départ, je savais, même avant ce livre en quelque sorte, je savais que Solange deviendrait actrice, deviendrait comédienne, pour des tas de raisons qui m'intéressent aussi sur le plan romanesque. Ces deux personnages, elle, Solange, et lui, Kouesso, sont tous les deux amenés de façon très différente, et pas exactement symétrique, mais sont tous les deux amenés à jouer ce qu'ils sont. Elle, on lui demande de jouer la femme, et si possible la petite parisienne un peu pointue, un peu brunette, un peu torturée, mais en même temps tellement romantique. Et lui on lui demande de jouer quoi? Le noir. Donc au cinéma ça donne le boxeur, le dealer, le flic. Mais ça va bien au-delà de ça, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'on demande à un homme noir c'est d'être noir. C'est bizarre mais on lui demande d'avoir un certain comportement, d'avoir par exemple des goûts musicaux. Que Kouesso aime Mozart par exemple, ça peut être surprenant, alors que bon, d'avoir un certain type, je sais pas moi, oui, de goût, de façon d'être noir quoi. Bon. Et elle, à nouveau c'est pas symétrique, ils sont pas au même endroit du monde, mais on lui demande quand même d'être femme, donc on lui demande quoi? De vouloir des enfants, d'être un peu fragile, je sais pas moi, toutes ces conneries, tous ces clichés qu'on impose aux femmes quoi. Bon. Et tous les deux, ils cherchent leur chemin là au milieu, ils cherchent leur chemin dans cette énorme malle de stéréotypes, cette énorme valise ouverte pleine de chiffons qui sortent quoi. Et il n'y a rien qui leur va d'une certaine façon. Donc être noir et être femme, c'est pas pareil, mais ils ont quand même des trucs à se dire. Et c'est être étrangement dans cette espèce de lieu qu'on appelle les minorités quoi. Alors que les noirs et les femmes ne sont pas des minorités. Enfin, voilà. Donc ils se débrouillent avec ça. Moi j'adore raconter des histoires, donc c'est aussi un roman d'aventure parce que tourner Cœur des Ténèbres au Congo, sur place, ce qui est la grande idée, la grande obsession de mon personnage noir Kouesso, tourner Cœur des Ténèbres au Congo, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Je me suis même amusée, je suis allée voir des producteurs à Paris et à Hollywood pour leur demander, voilà, comment on fait pour tourner Cœur des Ténèbres au Congo, et donc c'est pas possible parce que déjà il fait trop humide pour les caméras. Ensuite le Congo c'est le bazar, actuellement au Congo il n'y a pas de route, le fleuve lui-même, même dans sa partie navigable, c'est quasiment impossible de le naviguer, il y a des bandes armées partout, bon, à moins de rester à Kinshasa, on peut pas aller dans la forêt quoi. Donc ça c'est très concret. Alors je mets mon équipe de tournage dans ces conditions-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils se rabattent en quelque sorte sur d'autres pays. Alors ça peut être le Gabon ou le Cameroun. Alors là, ça va être le Cameroun. Bon. Donc je raconte tout ça. Je raconte comment on se nourrit dans la forêt vierge avec une régie quasiment impossible. Là aussi, comment les acteurs qu'on dit occidentaux, alors qu'ils soient de Hollywood ou de Paris ou de Londres, comment au bout d'une semaine, le manioc, ils en ont marre. Bon, tout ça. Alors, avant d'ailleurs le roman était encore plus proliférant, j'ai un peu coupé. Moi aussi, de toute façon je travaille toujours sur des espèces de rush, c'est-à-dire j'écris, et puis ma technique c'est de couper, je monte énormément. Il y a d'abord un premier jet qui est une sorte d'état de grâce où vraiment ça avance, ça cavale, etc. Et après je fais un vrai travail de montage, d'editing, quoi, que j'aime aussi beaucoup, mais qui est évidemment très obsédant. Très... Donc d'une certaine façon, dans ma tête, j'ai vraiment tourné ce film avec eux, quoi. Ça a fini par faire beaucoup d'emboîtements, pourquoi pas, ça a déjà été fait par Truffaut ou par d'autres, mais il se trouve que Truisme, c'est effectivement un film peut-être impossible, mais il y a toujours des demandes d'adaptation, des projets, et là donc dans le courant de ce roman, j'allais dire de ce tournage, je suis allée à Hollywood voir une femme qui s'appelle Floria Sigismondi et qui s'intéresse, qui est une réalisatrice et qui s'intéresse à Truisme de très près là, et on a commencé à travailler ensemble, et du coup c'est pas du tout mon milieu a priori, mais je me suis retrouvée dans ces grandes villas hollywoodiennes, à dîner au Château Marmont, et tous ces clichés d'ailleurs, hein, et Dieu sait que je suis sensible à
oui, tous ces stéréotypes-là et la façon dont les gens, quels qu'ils soient à Hollywood, jouent leur propre rôle sans arrêt. C'est très amusant, ils ne sont pas dupes d'ailleurs. Donc ça m'a là aussi donné beaucoup d'éléments pour ce livre-là. Pour moi, le roman, le roman n'apporte pas de réponse. Il renouvelle sans cesse les mêmes questions. Et renouveler les questions, c'est extrêmement important. Ça les aère. Comme les clichés, il faut les sortir de la valise et regarder comment ils sont faits et voir ce qu'ils ont dans le ventre. Voilà, il faut sans cesse poser les mêmes questions depuis Homère. L'amour, la guerre. Enfin, c'est ça, l'Odyssée, l'Iliade. Donc il faut juste sans cesse les reposer, les reformuler les questions sous forme donc de récits romanesques ou autres, mais pour qu'elles restent contemporaines. Voilà, pour que le roman puisse continuer à accompagner le monde. C'est pour ça que je pense que les romans écrits comme au 19e, c'est carrément mal, quoi. C'est super toxique, ça nous empêche de penser. Donc il faut vraiment absolument continuer, on est plusieurs, hein, à inventer le roman moderne pour qu'il accompagne notre époque, qui nous permette de nous poser sans cesse les questions. Évidemment, loin de moi l'idée ou même le désir d'apporter des réponses. Enfin, c'est vraiment au lecteur et à la lectrice de... Le roman, c'est une aide à la pensée, c'est tout. Donc, une aide à une pensée libre, quoi. Donc le discours de Dakar, c'est juste à l'opposé du discours, justement, du logos, du langage. Enfin, il y a toute une école de pensée autour de Chinua Achebe en Nigeria et dans d'autres pays d'Afrique qui dit que c'est un roman raciste. Ce qui me semble absolument pas justifié, hein, parce que c'est une lecture ultra idéologique et politique du roman et pas une lecture narrative. C'est pas du tout une lecture qui prend en compte le point de vue de Marlowe, qui est le personnage du roman. On va pas s'attendre à ce qu'un marin, enfin un militaire du 19e siècle tienne un discours éclairé sur le pays qu'il est en train de contribuer à envahir, quoi. Donc après, ce Marlowe est très ambigu, très intéressant, très riche, et Conrad fait passer aussi des tas d'idées extrêmement progressistes, justement, contre la colonisation. Il décrit quand même le système de la colonisation comme un processus d'extermination. Bon. Donc c'est un roman formidablement anticolonialiste et moderne. Par ailleurs, moi, ce que j'ai cherché aussi à mettre en lumière, c'est qu'on peut aussi le lire comme un roman hyper sexiste, hyper misogyne. Enfin, les propos qui sont tenus sur les femmes, alors ça, moi, j'adore. On s'arrête aux propos tenus sur les noirs, mais les propos tenus sur les femmes, oh bah, c'est pas grave. Donc voilà, j'en parle aussi dans le roman, je m'en amuse, quoi. Parce qu'elle, elle le lit forcément, le roman, puisqu'elle va réussir à s'incruster sur le tournage par amour pour Koweso. Et elle est quand même un peu étonnée parce qu'elle lit sur les femmes. Oui, le coup de foudre. J'avais énormément envie d'écrire ma scène de coup de foudre. Enfin, de même que d'une certaine façon, j'avais envie d'écrire ma scène de loup-garou dans Truise. Enfin, voilà, toutes ces choses qui font partie de la littérature, qui sont livrées avec, en quelque sorte. Comment écrire un coup de foudre aujourd'hui? Comment on fait ça? Pour moi, s'il y a une référence sur la passion, bon, c'est soit les lettres de la portugaise, mais c'est aussi Passion simple d'Annie Ernaux. C'est un livre épais comme ça, mais où il y a tout. Sur l'attente en particulier, sur le fait que, bon... l'amour physique est absolument central et essentiel, mais quand même en même temps, so what, quoi. Quand est-ce qu'on le refait? Enfin, c'est toujours ça, quoi. Donc, ouais, écrire un œuf là au milieu, bien sûr, oui, c'est mon boulot. Pour moi, l'autofiction, j'ai donc fait ma thèse à partir de 92 sur l'autofiction, avant que ça devienne une sorte de nom commun, quoi. Vraiment, c'est selon Guibert, selon Sondras, selon Lotis, ce sont des vies imaginaires. C'est-à-dire, on se prend soi, avec son nom, sa vie, et on s'envoie sur la planète Mars, quoi. Voilà. On joue avec l'invraisemblable. Et c'est comme quand avec Guibert dit « j'ai eu le sida pendant 3 mois ». Il savait bien, malheureusement, qu'il ne l'aurait pas pendant 3 mois. Mais c'est le début, si je me souviens bien, de l'ami qui n'a pas sauvé la vie. Donc, s'engager dans d'autres vies que la sienne, pour reprendre le titre d'Emmanuel Carrère, qui lui pour le coup est un strict autobiographe. J'ai à ma façon écrit des autofictions. Il y en a une, c'est un roman qui s'appelle Le Pays, où je suis quasiment sous mon nom puisque je m'appelle Marie Rivière. Dans le roman, Dariussec, ça vient de Rivière. Et où je m'invente une autre vie avec carrément des
des passages vers la science-fiction. Ça fait très longtemps que j'avais envie de m'amuser, c'est plutôt un sujet de nouvelle que de roman, à raconter ma vie avec George Clooney. Ma vie telle que je suis moi, Marie Dariussec, mon mari, mes 3 enfants, mon petit appartement parisien, et puis je croise George Clooney, comme ça peut arriver après tout, et je le suis. Coup de foudre, etc. Donc vraiment le cliché absolu du beau gosse hollywoodien, etc. Nescafé, machin bidule. Bon, ça m'amusait. En même temps, c'est un peu un gag, quoi. Et puis cette idée, quand même, m'a suivie. Et donc dans ce roman, il faut beaucoup aimer les hommes. George est là. C'est rigolo, quoi. Et c'est un copain, en fait, de Solange. Je m'amuse avec ça. Et George, qui est un personnage du livre, qui est un vrai personnage du livre. Bien sûr que je pense au prix, bien sûr. On n'est pas dans la rentrée littéraire sans penser au prix, parce que ne serait-ce que pour les dates. Les prix, c'est très bien pour un écrivain, parce que ça donne de l'argent et ça donne de l'air, donc ça donne de la liberté. C'est comme une espèce de bourse, voilà. Donc évidemment que je ne vais pas cracher sur les prix, ce serait totalement idiot et malhonnête même. Après, ça reste des... Enfin, c'est pas pour ça que j'écris, évidemment. Enfin, voilà, c'est tellement pas pour ça que j'écris, quoi, c'est tout.